Il est 16h à Conakry, la même heure à Labé dans Diayabé et la même heure à Cancan dans Morioulin. Vous êtes sur Kavi TV et nous sommes dans Tour d'Europe. Aujourd'hui, nous allons faire le tour de l'Europe comme le nom de l'émission l'indique. Nous allons aller en Suisse pour parler de Ali Badra Baldé. Ensuite, nous allons faire un détour en Espagne pour parler du duo Diawara Cissé avec Leganés. Après, direction l'Allemagne où le Bayern Munich et Harry Kane s'offrent un premier trophée de la saison. Et enfin, cap sur l'Angleterre pour la première journée de la Première Ligue avec Arsenal qui surprend Manchester United, City qui cartonne et Liverpool qui tremble mais s'impose. Installez-vous confortablement, c'est parti pour 55 minutes de débat autour du football. On fait un break et on revient pour commencer le débat. Encore une fois, bienvenue dans Tour d'Europe et on a égrené les sujets qui nous attendent pendant ces 55 minutes autour du football. Mais bien avant de commencer le débat, nous allons saluer nos chroniqueurs, un trio infernal. Pas comme le trio du Barça, encore moins comme celui du Real, mais un trio tout de même infernal. L'homme Passy Bangoura, bonsoir. Bonsoir Jean et bonsoir à tout le monde. Je crois que le trio a encore glané sur les sujets parce que ça fait longtemps et on annonce très bien que l'ouverture des différents championnats, ça nous permet encore de voyager un peu dans les différents championnats. On va faire 4 pays aujourd'hui. On va faire 4 pays, bien évidemment. Donc, encore une nouvelle fois, merci d'être vraiment accroché à nos lèvres, de nous préférer à chaque saison sportive. Ces millions de téléspectateurs sportifs, je vais dire en particulier, parce que c'est vrai qu'à vie, on a beaucoup de fans, mais voilà, spécifiquement à cette émission. Ceux qui aiment le football et le sport de façon générale. Ouais. Bobo Mané, bonsoir. Bonsoir Yann Baldé, bonsoir à toutes et à tous et bonsoir à Aboubacar Oulimati Diallo, un fervent supporter de Liverpool qui nous suit depuis les États-Unis. Oui, j'imagine qu'il ne sera pas d'accord avec notre prochain chroniqueur. L'homme Soaibou, bonsoir. Bonsoir et malheureusement pour moi, je suis toujours le dernier, donc à être salué, c'est pas un problème. Mais tu es le plus grand perturbateur. Je pense que j'aurai toujours mon temps de revanche. Oui, tu vas avoir ton temps et on a salué un auditeur avec lequel tu serais véritablement d'accord, Reds. C'est pas un auditeur. Je le connais même pas, donc on espère que Liverpool sera relégué cette saison en Championship. Ça n'en prend pas le chemin, mais on verra. Alors, on commence avec nos Guinéens d'ailleurs qui brillent. On va commencer véritablement par Ali Badra Baldé, auteur d'un triplé en Coupe de Suisse. Oui, son club a gagné 13 buts à 0, mais lui, on n'est pas habitué à le voir marquer autant. Il a marqué 3 buts sur les 10. Ça en fait 5 depuis le début de la saison 2025-2026. Alors, après, est-ce que vous pensez que c'est la saison déclic pour enfin voir Aliou Badra Baldé qu'on aimerait voir? C'est lui qui est efficace devant les buts. Bien entendu, je dirais même pas c'est la saison de déclic, mais ça serait en tout cas la saison pour se remettre en confiance, retrouver beaucoup plus le chemin du filet. C'est important pour un joueur comme Aliou Baldé, sachant que c'est un joueur qui est pétri de talent. Il a eu du mal à s'imposer en Ligue 1, après également en Bundesliga où ça n'a pas totalement fonctionné avec Borum. Et là, il rebondit du côté de la Russie. De la Suisse. Ah, c'est la Suisse. Hein, FC Saint-Gallen. Voilà. Oui, mais c'est la première division tout de même. Il ne faut pas minimiser. Ils ont terminé 4e la saison dernière. Ce n'est pas à prendre à la légère. Oui, bien entendu, où ça semble pour l'instant aller de ce côté. Déjà, les 2 premières journées du championnat où il a été buteur et maintenant en coupe suisse où il inscrit un triplé. Bien entendu, le club s'est imposé largement, ça n'enlève à rien la performance de Aliou Baldé. Ce que nous on aime le plus, c'est de voir nos joueurs également retrouver de la confiance, surtout un attaquant comme lui. Il a besoin de marquer et pour être en confiance, et c'est de bon augure pour lui. Alors, vous aussi, vous pensez que c'est un feu de paille ou bien c'est une véritable évolution dans la carrière d'un jeune véritablement pétri de talent?
Bah oui, non, à 22 ans déjà, ça prouve à suffisance qu'il est vraiment dégourdi pour retrouver l'ascension. C'est pas surprenant, même s'il n'a pas joué assez de matchs avec la Guinée. Mais à chaque fois qu'il a été là, quand même, en termes de vitesse, il apportait quelque chose. Mais c'est côté efficacité qui manquait. Bon, ça travaille parce qu'il est encore jeune dans les gabarits et le haut niveau qu'il est en train d'embrasser. Il va se permettre d'être beaucoup plus efficace dans l'apprentissage parce que jouer au haut niveau, c'est aussi apprendre à beaucoup de réalités qui se trouvent aussi au sein de l'environnement. C'est un jeune que moi j'ai côtoyé, pas trop, mais du point de vue ce qu'il dégage sur le terrain, ça prouve à suffisance qu'il veut vraiment être parmi les meilleurs joueurs africains dans les annales de l'histoire. Et apparemment, ce club, même si on dit que c'est un championnat aussi moins élevé, mais je crois qu'il pourra vraiment dicter sa suprématie. Les 3 buts pour moi, c'est pas surprenant. Connaissant les qualités individuelles, connaissant l'athlétisme qu'il a, Aliou Badara Baldé, on sait que c'est un joueur progressiste. Quand il a le ballon, vous sentez en lui que voilà, il va de l'avant. Il essaie non seulement d'alimenter cette animation offensive, mais aussi alimenter ses coéquipiers. Il n'est pas un joueur renfermé, c'est un joueur ouvert avec un profil en tout cas très titanesque qui peut vraiment faire mal à l'adversaire, surtout à une ligne de défense, surtout qui n'est vraiment pas soudée. Alors, Mané, c'est un joueur qui a beaucoup circulé pour un joueur de 22 ans. Il a enchaîné la saison dernière seulement, il a fait 2 clubs. Et là, peut-être, c'est l'année de la stabilisation pour lui, parce qu'il a besoin de stabilité, peut-être, pour donner la pleine mesure de ce qu'il a comme talent. Et bien sûr, vous savez, c'est toujours important pour un attaquant de trouver le chemin des filets parce que voilà, quand vous marquez, ça vous donne confiance en cœur. Il est jeune parce que voilà, le championnat suisse, c'est un championnat quand même très élevé parce qu'on a des clubs comme Bâle et FS Servette, voilà, toujours européen. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle pour lui, même si voilà, en équipe nationale, voilà, à chaque fois on l'appelait, il avait ce manque d'efficacité qui pesait très beaucoup, mais je pense qu'il est parti, pourquoi pas, pour relancer un peu sa carrière parce que c'est un joueur qui est toujours souriant. Il me rappelle un certain Léo, voilà, il est toujours souriant quand je le vois, je pense sur Léo sourit en marquant. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour lui, surtout pour l'équipe nationale parce que voilà, actuellement on n'a pas un véritable attaquant à part Serhou Guirassy, un véritable tir. Donc c'est une bonne nouvelle pour lui de trouver le chemin des filets. On est content pour lui, on espère qu'il va continuer sur cette progression. Il a touché le néo-gordien. On a des attaquants de pointe. Il y a Guirassy, il y a Bayo, il y en a d'autres. Mais sur les flancs, sur les côtés, on manque véritablement de joueurs suffisamment efficaces. Et il n'y en a pas carrément. On a Kamano qu'on essaye, à part lui, il n'y en a pas carrément. Oui. Et on a besoin d'un Aliou Badara efficace. Il y a Morgan Guilavogui également. Qui ne vient plus. Oui, mais il pourrait se relancer, bien entendu. C'est pas le sujet du jour. Il est en partance pour Southampton. Les discussions sont en cours. Maintenant, pour ce qui est de Aliou Baldé, le plus important pour lui, c'est de maintenir ce niveau-là, ne pas se blesser surtout, et donc continuer à marquer, progresser. On sait, les clubs suisses sont aussi suivis en Europe par d'autres très grands clubs. Donc une performance réussie cette saison pourrait l'ouvrir, pourquoi pas, une autre porte la saison prochaine, ou voire même le mercato hivernal, rebondir ailleurs pour au moins être beaucoup plus compétitif, comme l'a dit Mané, parce que nous on l'attend en équipe nationale. Donc pour qu'il soit performant avec les cibles nationales, il va falloir qu'il soit beaucoup plus performant, régulier surtout, et avec son club. Donc pour l'instant, tous les voyants sont au vert pour lui parce que la saison a bien démarré, il est en confiance, il marque des buts, il ne se blesse pas également, c'est ce qui est beaucoup plus important. Il va falloir qu'il continue à travailler et qu'il ne se voit pas trop beau tout de suite parce que certains ont tendance à trop s'enflammer très tôt quand ça commence à marcher. Le football se joue souvent dans la tête, il a le talent, ça ne manque pas. Maintenant, il va falloir qu'il soit très très concentré et qu'il accepte de travailler et surtout d'écouter son entraîneur et son entourage. Alors, Mané, quelle serait une saison réussie pour Baldé? 15 buts, 20 buts ou un peu plus? Je dirais au-delà de 10 biens parce que voilà. Non, il a déjà 5 quand même. Parce que on ne sait pas, parce que voilà, au-delà de 15 jours, je pense quand même que ça serait une saison réussie pour lui parce que voilà, il évolue, disons, dans un championnat quand même très très, très renommé parce qu'il y a un club qui chaque saison qui est européen. Donc pour moi, s'il a
continue d'empiler des buts, au maximum 15 buts par saison, cette saison, je pense que ça sera une saison réussie. Alors, on souhaite beaucoup de buts et surtout beaucoup de passes décisives à Aliou Badara Baldé. On a besoin de lui en équipe nationale, en forme et efficace. Et nous allons passer de l'autre côté en Espagne et on va parler du duo Diawara Cissé. La semaine dernière, on avait peur que ça soit un duel. Heureusement, hier, le coach les a alignés à 2. Ça a été un duo plutôt solide avec les Leganés. Des signaux plutôt encourageants pour le Sili national parce que ça a semblé fonctionner. L'équipe n'a pas gagné, mais c'était à l'extérieur la première journée face à USK. Ils en ont pris 1 point. Qu'est-ce que cela vous inspire en les voyant alignés ensemble dans une même équipe? Ça, pour ce qui est des automatismes, on a là quelque chose de nouveau en équipe nationale. C'est très rare de retrouver avec le Sili des joueurs qui partagent le même club, surtout qui jouent tous titulaires. Surtout, moi, je dis que c'est un enseignement que les Ghanais veulent en tout cas essayer et qui serait aussi profitable pour la Guinée. Peut-être que si la mayonnaise parvient vraiment à bien donner au sein du milieu de Leganés, surtout le duo Sedouba et Diawara, parce que Diawara, d'autant plus quand il se retrouve seul dans la sentinelle de l'équipe nationale, on sait souvent. C'était le cas hier, il était seul. Oui, ouais, souvent c'est de la merde, on dit qu'il est lent, il garde trop le ballon. C'est de la merde ou bien il est lent? Non, c'est les deux. Non, parfois je suis en train de le juger au sein de l'équipe nationale. Oui. Maintenant, ce que le coach de Leganés est en train d'essayer, si ça marche, ça pourrait être un profil pour le milieu de terrain, en tout cas dans l'axe guinéen, afin de nous permettre d'avoir une défense certes récupératrice qui peut aller ou qui peut accompagner les milieux devant. Moi, je trouve, même s'ils n'ont pas donné beaucoup, mais c'est un essai qui peut vraiment aller. C'est un essai qui peut peut-être à 2, 3, 4 matchs de la saison, ils pourront vraiment retrouver l'automatisme parce qu'ils n'ont jamais joué. En tout cas, moi personnellement, je ne les ai jamais vus en train de jouer et le coach a essayé. Oui, c'est arrivé quelques minutes, je crois, à la fin, mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Donc, le coach a essayé quelque chose. On n'a pas, en tout cas, vécu des forces majeures entre eux, en tout cas des failles défensives. De son côté, Diawara s'est bien comporté. De l'autre côté, on sait que Sedouba, c'est son club déjà. Il s'est beaucoup familiarisé, il connaît le jeu et le système. En tout cas, ce qui est d'abord salutaire, c'est la confiance placée à Diawara dès les premières heures, en tout cas du championnat. C'est ce qui m'a beaucoup plus marqué parce que là, il a peut-être démontré pendant les heures d'entraînement qu'il est dégourdi. Il veut vraiment aborder une saison réussie. Oui, c'est un signe de confiance pour Diawara qui, lui, vient d'arriver, contrairement à Sedouba. Lui, il s'était déjà imposé dans cette équipe, mais de voir Diawara aligné d'entrée, c'est un signe que l'entraîneur comptait sur lui. Bien sûr, c'est un signal fort d'ailleurs envoyé aux autres joueurs du club. Déjà, il connaît l'entente qu'il peut y avoir entre Diawara et Cissé parce que ce sont des compatriotes, tous des internationaux qui ont certes l'habitude de se côtoyer en équipe nationale. Et donc, Paco Lopez qui voudrait imposer un système à 4-4-2, donc déjà, Passy le rappelait tout à l'heure, Amadou Diawara, quand il est appelé à évoluer seul, parfois il est en difficulté. Ouais. Mais là, lorsqu'il est épaulé avec un mec qu'il connaît déjà et donc le langage, j'ai envie de dire... il parle le même langage, ils peuvent même communiquer en sous-sous parfois. C'est plus facile. Donc déjà, Sedouba qui a joué l'intégralité du match et Diawara qui a joué 83 minutes quand même, c'est un signe de confiance de la part de l'entraîneur de Leganés. Maintenant, pas de victoire certes, mais je pense que ça va venir. Ce qui est beaucoup plus important, c'est que c'est pas un club où ils vont jouer juste une semaine, 2 semaines, mais là ils sont partis pour évoluer ensemble toute une saison, donc les automatismes vont naturellement se créer, déjà qu'ils se connaissent déjà. Moi je pense que c'est une très bonne chose pour lui. Comme je l'ai dit pour Aliou Badara, le plus important ça serait de se maintenir également physiquement, sachant que ces derniers temps c'est un joueur qui est plutôt fragile, qui se blesse beaucoup. Donc il va falloir qu'il maintienne également sa santé physique. Maintenant, je pense que le talent, ça n'a jamais manqué chez lui également. On l'a vu du côté de Napoli, du côté de la Roma également. Donc je pense que je n'ai aucune inquiétude pour Amadou Diawara sur le fait qu'il puisse s'imposer dans ce club.
Déjà, l'objectif, c'est de ramener les Leganés très rapidement en Liga la saison prochaine. Donc, il va falloir que les deux se surpassent. Déjà, Seydouba, le club compte sur lui parce que il y avait des équipes qui ont voulu le recruter, mais Leganés a tout fait pour le garder. Ça veut dire que le club a confiance en lui et je pense que sa présence a également joué dans l'arrivée de Amadou Diawara dans ce club. On attend de voir la suite des événements. Mais pour l'instant, c'est bien parti pour les deux. Alors, on voit la complicité entre les deux joueurs, même en dehors du terrain. Ils sont toujours ensemble, ils s'amusent. Dans l'avion, ils sont ensemble. Ça montre qu'il y a une sorte de fraternité. Oui, c'est normal, c'est deux compatriotes. Vous pensez que c'est un duo qui a de l'avenir, non seulement pour les Leganés, mais aussi pour l'équipe nationale? Pour l'équipe nationale, d'abord, je vais dire que je suis pessimiste, mais pour les Leganés, oui, parce que voilà, moi je suis content d'abord pour Amadou Diawara parce que voilà, c'est un joueur qui est tellement fébrile physiquement, à chaque fois, voilà, il est empêché par des pépins physiques. Seydouba Cissé, voilà, on sait que c'est un joueur qui est déjà acclimaté, qui fait partie maintenant, et il fait partie de l'élément, disons, indéboulonnable au sein de cette formation de Leganés, il a prouvé par le passé. Donc, moi je suis content. Cette combinaison entre les deux, vraiment, ça va donner, c'est vrai. Pour le début, d'abord, Amadou Diawara, il n'est pas arrivé à retrouver ses automatismes à 100%, mais je suis content pour lui et j'en doute que cette combinaison va faire très mal tout au long de la saison en Liga 2. Pardon. Alors, nous, on va se limiter là pour ce qui est des Guinéens d'ailleurs. On va prendre la direction de l'Allemagne où le Bayern a décroché son premier trophée de la saison, la Supercoupe, grâce à Harry Kane et à Luis Diaz, un heure décisif, donc homme du match. Un Bayern déjà impressionnant. Les clés de la rencontre, 2 ans face à Stuttgart, les buteurs Kane et Luis Diaz, homme du match Neuer, 11e Supercoupe pour Bayern, 2e trophée pour Harry Kane. Il faut en parler, les gens se sont moqués énormément, mais là, mine de rien, à l'espace de quelques mois, il a déjà 2 trophées. Alors, la question qu'on va se poser premièrement, ce Bayern est-il mieux armé que la saison dernière? Mieux armé, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas. L'arrivée de Diaz ne change pas quelque chose dans cette équipe? Non, mais ceux qui sont partis, c'est Kingsley Coman, c'est le Roy Sané. Ce sont également 2 très très bons joueurs. Mais qui sont des intermittents de spectacle. Bien sûr, ce sont 2 très bons joueurs. Luis Diaz, c'est pas comme si c'était un véritable buteur également, comme les Harry Kane. Maintenant, son arrivée, ça va forcément avoir un autre impact parce que c'est un autre profil, certes provocateur, mais beaucoup plus marqueur que ne l'est Coman et les Roy Sané. Mais dire que le Bayern est armé beaucoup plus armé que la saison dernière, je pense pas, parce que il y a des secteurs d'amélioration de ce côté. Pour moi, la défense ne tient pas la route du côté du Bayern. Kim Min-jae, Jonathan Tah, le français Dayot Upamecano, je pense que c'est un petit peu lourd de ce côté. Ça manque beaucoup plus de vitesse. Et sachant que Alphonso Davies est blessé, on n'a pas un véritable arrière droit. Parfois, on est obligé de bricoler avec Konrad Laimer, parfois avec Joshua Kimmich. Donc, Josip Stanisic, il est certes là, mais actuellement utilisé sur la défense, le côté gauche de la défense. On a Rafael Guerreiro, un petit peu vieillissant, qui n'est pas totalement au niveau. J'ai du mal à comprendre déjà avec un entraîneur comme Vincent Kompany. J'ai dit Xabi Alonso. Je suis tellement habitué à parler du Bayern Leverkusen. Vincent Kompany, qui a été un très grand défenseur, mais pour moi qui a du mal à situer un petit peu son recrutement au niveau défensif. On a Manuel Neuer, homme du match, un gardien de plus de 33 ans. Non, il est à 39. 39 ans. Voilà. C'est 39. Voilà, qui est presque à la quarantaine, ouais. Très vieillissant, mais qui sort toujours des performances XXL. Pour sauver, parfois, il est obligé de se transformer en libéraux, en premier relanceur du Bayern Munich. J'ai regardé par exemple le match face au Paris Saint-Germain en Coupe du Monde des clubs. Il y avait les défenseurs qui n'osaient pas prendre le ballon pour les ressorties de balles. Chaque fois qu'on donnait la passe à un défenseur, il était obligé de retrouver Manuel Neuer pour qu'il fasse une relance. Pour moi, c'est le secteur d'amélioration du côté du Bayern Munich. Maintenant, offensivement, on n'a aucun doute. Je pense qu'ils seront au niveau, surtout avec Harry Kane qui n'a pas besoin de 1000 opportunités pour marquer un but. Et avec le retour, si il revient très vite de Jamal Musiala, ça ne pourrait que prendre parce que devant Michael Olise, Luis Diaz, Harry Kane,
Je pense qu'on est parti pour vivre, en tout cas en Bundesliga, ils peuvent tenir la route. Maintenant en Champions League, des questions pourront se poser. Alors, Harry Kane, en taille patron, il est véritablement le patron de cette équipe maintenant. Oui, bien sûr. Quoi qu'on dise, c'est parti au moins pour faire le plein au niveau local. Tout à fait. Quoi qu'on dise, c'est le patron, c'est le leader indéboulonnable au sein de Bayern Munich. De nos jours, il a la totale confiance également du coach Vincent Kompany, parce que c'est le véritable tueur du match. Certainement, ils ont joué en tout cas la Super Coupe, mais vous étiez en train peut-être de mesurer le contenu du jeu, mais le Bayern face à un club Stuttgart, je ne dis pas autant de Guirassy, mais à cette époque, il faut comprendre que on ne peut pas tellement minimiser le club ou déquiloter le club, mais Bayern... C'est pas Dortmund, voilà, c'est pas Dortmund certainement, mais vous avez Luis Diaz, vous avez Harry Kane, vous avez Kimmich, en tout cas le secteur offensif du club. Vous pouvez en tout cas imposer quoi que ce soit à cette formation de Stuttgart. Maintenant, la grosse question, c'est peut-être mesurer le nombre de buts marqués, score de 2-1. Moi je dis que... la mayonnaise pour le moment n'a vraiment pas pris, comme l'a souligné tout à fait Swaib. Il faut comprendre que Bayern est en train de glisser un tout petit peu. En tout cas, on se rappelle, à un moment, on se disait c'est les bérets rouges du championnat allemand. Ils ne pardonnent pas, mais voilà, c'est un club qui, en tout cas, par rapport à ce qu'il a été dans les annales de l'histoire, comparativement à aujourd'hui, l'ossature est complètement différent. On est en train de suivre un Bayern Munich qui ne peut pas nous rassurer à 50%. Moi, je dis, hein, à 50% dans la Bundesliga. Moi, ça atteint 50 quand même. Non, mais il faut comprendre que les clubs sont ambitieux. Vous prenez Dortmund aujourd'hui, Dortmund est ambitieux de jouer le premier rôle. Vous voyez Dortmund finir devant Bayern. Voilà, Leverkusen. Ça me surprend. Voilà. Leverkusen, c'est Eric Ten Hag qui est là-bas. Donc aujourd'hui, si le Bayern ne parvient vraiment pas à rehausser le niveau de jeu, ne parvient pas, certes, un peu, en tout cas, faire un peu d'aménagement au sein de l'effectif, moi je ne trouve pas un Bayern qui va être rassurant. Alors, vous êtes aussi alarmiste que Passy concernant ce Bayern-là. On peut peut-être s'interroger sur ce que ce Bayern est capable de faire en Europe, mais pas en Bundesliga quand même. Tout à fait. En Bundesliga, moi je pense qu'il n'y a même pas de match. C'est vrai, c'est un Bayern moins flamboyant. C'est un Bayern moins flambant. Voilà, le secteur offensif, il y a eu des renforts de taille qui sont venus comme Lucas pour un peu alimenter cette attaque de bavaroise. Donc au niveau de la défense, comme a dit Swagakité, voilà, il y a beaucoup d'interrogations parce que Jonathan Tah avec sa lenteur, avec on a vu des attaquants de grande taille, avec des attaquants qui ont avec la vitesse, il est pris souvent en contre-défaut. Moi, le Bayern Munich, c'est vrai, sur le plan disons plan national en Bundesliga, voilà, il n'y a pas de match. Même un Bayern diminue va remporter la Bundesliga. Peut-être une grosse désillusion parce que ça fait quasiment 10 saisons que le Bayern Munich, on a vu la saison passée le Borussia Dortmund, même un Bayern disons méconnaissant mais a quand même remporté la Bundesliga. Je ne partage pas l'avis de Passy. Pour moi, le Bayern, cette saison en Bundesliga va faire très mal, mais en Ligue des Champions, il y a des questions à se poser. Alors, je reviens à vous, justement. Sur Luis Diaz, vous avez justement effleuré, vous avez dit oui, il apporte peut-être de la profondeur, mais pas de statistiques. Mais véritablement, qu'est-ce qu'il apporte à cette équipe, à côté de Harry Kane, qui est un véritable buteur? Non, vous savez, la différence, par exemple, comparativement aux anciens, je ne dirais pas à Kingsley Coman, qui a été une légende du Bayern Munich, parce que pratiquement une seule saison, il n'a pas été champion. Mais Kingsley n'a jamais fait une saison pleine en tant que titulaire indiscutable. Oui, parce qu'il n'était aussi pas épargné par des problèmes physiques, mais sinon, il a quand même été très régulier par moment ou pendant les moments importants, parfois dans certaines saisons. Il peut s'avérer être un couteau suisse. Voilà, maintenant en ce qui concerne Luis Diaz, on a besoin de plus de régularité parce que c'est un joueur qui certes capable de marquer des buts mais aussi faire marquer ses partenaires. On l'a d'ailleurs vu la combativité sur son aspect défensif, ce qu'il pouvait apporter dans cette finale de Supercoupe d'Allemagne où il venait quasiment prendre la place parfois de Stanisic pour défendre dans son dos. C'est ce qui est aussi beaucoup plus important de ce côté. Maintenant, moi, la véritable inquiétude
pour moi, c'est au niveau de la défense. Qui est de Luis Diaz, je n'ai pas d'inquiétude, ça serait pratiquement la même adaptation comme pour tous les attaquants. On a d'ailleurs vu Michael Olise la saison dernière, c'était que sa première saison, mais on a vu ce qu'il a été capable de dégager. Déjà, il y aura encore la confirmation cette saison. Et ce qui est important pour Luis Diaz, c'est qu'il y a moins de concurrence cette saison que la saison dernière parce que 2 joueurs de son poste ont quitté le club. Voilà, Gnabry va certainement prendre pour l'instant le rôle de Musiala avant son retour. On parle d'une possible arrivée de Christopher Nkunku de Chelsea qui pourrait aussi relancer quelques cartes au niveau de l'entrejeu, mais je pense que lui il est parti remplacer Kane. Oui, lui il est parti pour être titulaire sur son côté et pour moi il pourrait apporter surtout dans les matchs de Champions League parce que c'est un joueur qui est capable de se surpasser dans les grands rendez-vous. On a vu même en sélection nationale, c'est un joueur de grands rendez-vous, donc on verra ce qu'il va donner surtout en Champions League. Mais il y a un fait que j'aimerais souligner, il ne faut pas dire que même en Bayern diminué, ils sont capables de remporter la Bundesliga parce que ces dernières saisons, ils ont été pas mal chahutés par des clubs. Le Borussia a failli, la dernière journée sur un penalty manqué de Sébastien Haller, ils ont perdu les titres, sinon le Bayern n'aurait pas été champion. On a vu avec le Bayer Leverkusen la saison surpassée et la saison dernière également, il y avait de la concurrence avec les hommes de Xabi Alonso. Certes, ils sont capables parfois de tuer pendant les moments où les autres ne le font pas, mais je pense que l'écart c'est beaucoup plus réduit ces dernières saisons que ça ne l'était il y a 3-5 ans. Oui, ça peut s'expliquer par cela. Mais ce Bayern, on a l'impression d'avoir une profondeur de banc moins affirmée que la saison dernière. Mais Olise, c'est sa deuxième saison. Naturellement, il devrait faire mieux. Diaz, qui est quelque peu revanchard, il a envie de montrer qu'il a l'étoffe de jeu dans un grand club. Et Harry Kane a quelque chose à prouver à l'Europe. Et Musiala qui va revenir et aura faim. Quoi qu'on dise, est-ce qu'on n'a pas là une équipe de Bayern qui a plus faim que les saisons précédentes? Je dirais plutôt une équipe revancharde parce que voilà, on a vu l'essai qu'à Ligue des Champions, c'est un essai vraiment, disons, humiliant. On a vu l'élimination face à cette défaite, avec le Barça la saison passée. C'est vrai, c'est une équipe qui a en reconstruction, parce que voilà. C'est pas le Barça qui a éliminé le Bayern. Je dis la défaite. Ah oui, d'accord. Je n'ai pas dit l'élimination, j'ai dit la défaite. C'était en phase de groupe, je crois. Mais bien sûr, une humiliation avec 4 buts, avec la manière. Ouais. Mais bon, il faudra les affronter pour peut-être laver cet affront. Sinon ils ont posé un affront peut-être beaucoup plus grand que ça au Barça. On verra. Bien sûr, mais moi, c'est vrai, c'est une équipe, disons, voilà. Statistiquement, c'est une équipe en Bundesliga qui est capable de faire mieux. Mais en Ligue des Champions, comme a dit Souaib Diakité, c'est vrai, il y a des joueurs étincelants comme Michael Olise, voilà, qui est un excellent joueur capable de faire des performances. On a vu lors de la Coupe du Monde des clubs qu'est-ce qu'il a fait, son apport, c'est incroyable. Donc c'est une équipe, disons, j'ai mal à me prononcer parce que voilà, on a vu à Ligue des Champions l'internel qui est venu, il a mal à imposer son jeu parce que ça ne donne pas toute satisfaction, parce que c'est un Bayern qui est, disons, moins flamboyant par rapport aux années précédentes où ça donnait le score de 4 buts à 0, 5 buts à 0. Peut-être c'est un sentiment d'état d'esprit. Vous savez, le poids de l'histoire, ça peut compter également pour le Bayern. C'est vrai que même s'ils ne sont pas au mieux parfois, mais ils sont pratiquement à chaque fois dans les derniers carrés en Ligue des Champions. C'est un petit peu comme le Real. Donc même la saison dernière où ils n'étaient pas, c'était pas la meilleure saison en termes de performance sur le terrain du Bayern, mais c'était quasiment en quart de finale. Moi, je m'attends tout de même à une performance plutôt considérable comme on le veut, parce que le Bayern, ça reste un très grand club. C'est un club qui est ambitieux. Certes, le mercato n'a pas réussi comme on l'aurait souhaité, parce qu'ils ont voulu recruter quand même Rodrigo, finalement fermé après l'arrivée de Luis Diaz. Ils ont voulu recruter Nico Williams. Ça montre clairement qu'il y a de l'ambition et que le club a envie quand même de s'imposer sur la scène européenne. Alors pour vous, très rapidement, ce Bayern-là, c'est un top 5 européen ou un top 10 européen? Ce serait un top 10. Vous êtes en train de comprendre dans le débat que les autres sont en train de me revenir un tout petit peu. J'ai envie de dire que vous risquez d'être surpris. Oui, parce que ce Bayern que moi j'ai vu, au vu du poids de l'histoire dont il a parlé, peut faire mieux qu'un top 10. Oui. Non, mais d'ailleurs, avant qu'il ne continue, sur le classement UEFA, ils sont deuxième quand même au classement. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, la performance serait jugée parce qu'on ne peut pas les juger à la pré-saison. Ils ont joué
remporter la Super Coupe d'Allemagne et on va voir ce qu'ils vont proposer, ce que ça va donner. Maintenant, la Ligue des Champions, parce qu'ils vont forcément jouer la Ligue des Champions, on verra parce qu'il fallait profiter de ces mercato afin de pouvoir de mieux lotir l'effectif. Mais bon, ce qu'ils ont sous la main, ils vont essayer de partir avec. Mais l'essentiel, c'est de maintenir l'identité de jeu, maintenir et défendre cette image qui engrange leur histoire dans le football européen, dans sa globalité. Aujourd'hui, c'est un Bayern, pour moi, qui peut retrouver les automatismes si le coach parvient vraiment à réinventer quelque chose qui peut aller vraiment bien pendant que les prétendants sont ambitieux et en Ligue des Champions et en Bundesliga. Alors, vous avez fait une passe décisive. Parlant de Ligue des Champions, il y a des clubs dans un pays qui ont le plus grand nombre de représentants en Ligue des Champions. Et on va prendre la direction de l'Angleterre, la Première Ligue, qui s'ouvrait ce week-end. Il y avait des grosses affiches, des rendez-vous qu'on a matés avec beaucoup de plaisir depuis vendredi jusqu'à hier dimanche. Et nous allons commencer par le rendez-vous qui a attiré plus notre attention. Le rendez-vous d'Old Trafford, le théâtre de rêve, le théâtre d'un exploit de Arsenal qui s'est imposé 1-0 grâce à Calafiori, le défenseur italien, malgré qu'il faut le souligner, et Manchester United séduisant voudrais-je dire, par moment. Alors, c'est une défaite de Manchester. On va commencer par les perdants pour une fois. C'est une défaite au goût amer ou on peut parler d'une défaite plutôt satisfaisante? Je pense qu'il n'y a pas de défaite satisfaisante, mais ça aurait pu être un théâtre des cauchemars pour les Gunners d'Arsenal, parce que le Manchester United, franchement, que j'ai vu hier, ça faisait pratiquement 5 saisons que je n'avais pas vu une équipe autant engagés, autant volontiers sur le terrain. Certes, ils ont perdu, d'ailleurs sur certains faits de jeu discutables, mais on va pas remuer le couteau dans la plaie. Effectivement, on va pas dire que c'est juste ça. Ils ont manqué certes d'efficacité devant le but, mais on a vu une équipe qui est en train de se construire. Déjà beaucoup de départs lors de ce mercato estival. Ruben Amorim qui a pour une fois eu son temps de préparation, parce qu'il faut rappeler qu'il est arrivé au mois de novembre dernier où il a pris une équipe pratiquement sous l'eau après le limogeage de Erik ten Hag. Malheureusement, il n'a pas su redresser la formation mancunienne. Ils ont terminé à la 15e place, certes une finale en Ligue Europa tragiquement perdue également, j'ai envie de dire. Mais je pense que c'est de bon augure pour la suite, parce qu'on a vu un visage beaucoup plus convaincant, sachant qu'il y a d'autres cadres de l'équipe qui étaient absents hier. Je parlais de Lisandro Martinez, de Noussaïr Mazraoui, qui sont des titulaires. Maintenant, l'envie de l'équipe, de l'entraîneur surtout, c'était d'avoir un véritable milieu de terrain, j'ai envie de dire un team player ou un impact player pour pouvoir épauler par moment Bruno Fernandes, parce que pour moi, franchement, Casemiro, ça peut tenir quelquefois, mais l'Uruguayen Manuel Ugarte, je pense qu'il n'est pas du tout au niveau. Certes, il y a Mainou, mais qui est mal utilisé également. On attend de voir. En tout cas, les petits papiers pour l'instant, ça part bien. Moi, j'ai été satisfait du contenu globalement, même si personne ne peut se contenter d'une défaite. Dans très bon match, alors qu'on n'a pas eu les 3 points qui étaient beaucoup plus importants. Et alors, vous avez apprécié ce visage plutôt combatif de Manchester United, qui a perdu face à une équipe qui sur les 2 dernières saisons a terminé 2e de la Première Ligue. Vous avez trouvé que ce visage était satisfaisant, vous aussi? C'est un visage très satisfaisant, parce que pour moi c'est le meilleur Manchester que j'ai pu regarder parmi ces 5 dernières saisons, parce qu'il y avait de l'envie. Vous êtes sur la même longueur d'onde que Swipe? Bien sûr, il y avait de l'envie, il y avait de la détermination. On a vu dès l'ensemble de la rencontre, ils ont mis beaucoup de pression, parce que si vous avez regardé la rencontre, parce que Manchester a totalement dominé la rencontre. Les deux recrues, je parle de Brian Bemo et de Marcus Cunha. Il a participé à une action où il a fallu trouver le chemin des filets. Donc pour moi, c'est vrai, la défaite est là, mais ce Manchester est très bien bon parti pour réaliser au moins une meilleure saison. Alors, vous avez la même impression, au moins ce Manchester-là ne va pas finir à la 15e place quand même cette saison? Ouais, c'est un début rassurant, même s'ils ont en tout cas écopé la toute première défaite également de la saison, mais c'est quelque chose qui est rassurant, parce que vous
prenez le contenu du match sur les détails, vous trouverez qu'ils ont fait un total de 300 et quelques passes réussies, pendant que la possession était carrément en leur faveur. Moi, je dis que c'est vrai, l'appétit vient en mangeant. Ils ont déjà goûté, en tout cas, la saison dans les premières minutes. Et puis, ils sauront ce qu'il faut faire également au courant de la saison sportive. Mais pour le moment, les pires moments qu'on a connus au sein de ce club, certainement, on va les dépasser cette saison. Voilà, la donne change un tout petit peu et l'entraîneur est en train d'essayer quelque chose qui va certainement marcher, parce qu'il faut parfois être dans l'anticipation, il faut parfois expérimenter également en tout cas le système ou l'identité de jeu face à un club aussi. Moi, je trouve qu'ils ont perdu. On ne peut pas se contenter de cette défaite, mais c'est un coup d'essai qui, à 80%, réussit également pour le jeu de Man United. Oui, quoi qu'on dise, c'est vrai que ce Manchester a affiché plutôt un visage plutôt reluisant, mais dans certaines phases de jeu, on se rend compte que les automatismes n'étaient pas là. Notamment en première période, il y avait des centres qui venaient, mais il n'y avait pas d'attaquants pour prendre les ballons. Les joueurs, en tout cas, il y avait une certaine incompréhension. Mais quoi qu'on dise, vous aussi, vous estimez que Amorim est en train de construire quelque chose? Bien sûr, vous avez d'ailleurs marché sur ma langue parce que j'allais parler de l'automatisme. On a constaté ça en première explication. Il y avait l'absence d'un véritable numéro 9 dans la surface. Et certes, Benjamin Šeško est rentré un petit peu tardivement. Certains disaient que ça aurait été bien ou mieux pour lui de débuter. Bien entendu, je pense que s'il avait démarré le match sur certaines actions, je ne dis pas qu'il aurait transformé pratiquement tous les centres, mais il y aurait eu plus de danger encore, il y aurait eu plus de pression sur Arsenal. Maintenant, il y a encore du temps, ce n'est qu'un match, les automatismes vont se créer, mais ce qui serait un petit peu inquiétant, c'est que dans les 10 premières journées du championnat, ils vont affronter Tottenham, Chelsea et Manchester City. Donc on verra le véritable niveau de cette formation. Moi, pour l'instant, j'ai envie d'être positif et d'être optimiste, même si je suis inquiet quelque peu sur le secteur défensif parce que ça ne rassure pas totalement. On a des joueurs il y a des blessés à leur retour pour changer quelque chose. Le véritable problème pour moi, c'est le milieu et la défense. Certes, Bruno Fernandes, par moment, il abuse un petit peu avec son jeu, mais ça reste le leader de l'équipe. Il a aussi besoin d'un mec autour de lui qui est capable de faire beaucoup plus d'efforts, de récupérer beaucoup plus de ballons. Aujourd'hui, on a connu Casemiro dans ses meilleures années du côté du Real, mais aujourd'hui, il n'est plus totalement capable de faire 90 minutes de très haut niveau. Manuel Ugarte, comme je l'ai dit, pour moi, ce n'est pas un joueur du niveau Manchester aujourd'hui. Il faut le dire clairement. Donc, d'où le club voulait recruter Baleba. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire, Ruben Amorim est en train de construire quelque chose. Ce qui est aussi important, malgré les départs, c'est qu'il y a une profondeur de banc qui est en train de se dégager. Si vous êtes capable de sortir Diogo Dalot et de mettre Amad Diallo, c'est aussi très bon, sachant qu'il y a Joshua Zirkzee sur le banc qui pourrait prendre éventuellement la place de Benjamin Šeško. Donc il y a des remplacements également qui peuvent être importants pour le club et c'est ce qui est aussi bien. Et pour terminer, c'est que United cette saison ne joue pas de compétition européenne, ce qui pourrait s'avérer également bénéfique pour le club. Alors oui, ça c'est extrêmement important, le fait de souligner que le Manchester United, contrairement aux autres gros d'Angleterre, ne jouera que le niveau local. Il n'y a pas de compétition européenne. Avec tout cela, vous pensez que ce Manchester peut faire le top 5? Le top 5 anglais, j'ai vu des parieurs miser sur un Manchester 4e au cours de la saison. Il peut terminer dans le top 5 parce que voilà, le début de saison, j'ai vu des autres clubs à part les prétendants favoris, j'ai vu le match de Newcastle. Moi, je pense que ce Manchester United, c'était Manchester disant, comme a dit Sophie, qui était au niveau du milieu, on a besoin d'un joueur, disons, un joueur agressif, une forme de casseur parce que on a des Ugarte ne donne pas. Beaucoup plus que Casemiro, c'est ça? Oui, Casemiro, vous savez, il est vieillissant, on ne va pas se mentir, il est tendre maintenant. il est tendre, il n'est pas agressif. Je pense que l'avenir si le transfert se concrétise, l'avenir de Baleba va faire très bien cette formation. Ça semble très compliqué. Ouais. C'est ce qui semble se compliquer, mais bon, la prime au vainqueur, Arsenal, hormis la polémique autour du but,
cet Arsenal, en termes de solidité défensive, ne nous surprend guère parce que c'est un peu la marque de fabrique des Gunners les dernières saisons. Il y a une arrivée qui pourrait tout changer malgré qu'elle n'a rien changé hier, Gyökeres. Vous pensez qu'enfin, c'est possible que ces Gunners-là puissent faire mieux qu'une deuxième place en Angleterre? Ouais, il peut le faire. Hein. C'est pas surprenant cette performance des Gunners à tout moment, à chaque saison. Il nous fait rêver dès l'entame. C'est la confiance totale. Je sens venir, vous allez ajouter le mais tout de suite. C'est la confiance totale à chaque saison. Attendons de voir. C'est souvent décevant vers la fin. Cet Arsenal qui brise, qui vend les rêves, et souvent qui détourne carrément, en tout cas, la pendule. Et on se dit, c'est même pas possible de suivre ce club. Mais moi je trouve que c'est une équipe qui va encore faire mal dans la première ligue. C'est une équipe aussi qui va encore titiller les gros également de ce championnat. Je vais parler de City, de Chelsea et tant d'autres. Et en Ligue des Champions, on trouvera encore un autre niveau de ce club. Et on verra parce que c'est la pré-saison. On ne peut pas juger en tout cas les clubs dans une confiance totale dans les premiers matchs, comme pour dire que voilà, c'est une saison malade, c'est une saison ouf, c'est une saison avec tous les jugements d'appréciation. Parfois, les enseignements du début peuvent s'avérer justes. Mais c'est pas aussi comme ça. Sinon, le Barça, avec tout ce qu'il a proposé, les 10 premiers matchs de la saison sportive, ça allait nous donner en tout cas le sourire aux lèvres lors de la Ligue des Champions. Mais finalement, ça n'a pas donné. Donc, est-ce que l'apparence n'est pas trompeuse? Attendons de voir. Est-ce qu'après avoir perdu la première ligue la saison dernière, est-ce qu'ils sont dans cette ambition aussi, essayer de mettre le Graal un peu au niveau pour pouvoir vraiment la remporter? Je veux avoir l'avis d'une vision plutôt neutre de la situation. En tout cas, il est temps que les Gunners commencent à y penser, parce que 3 fois de suite, quand même deuxième de la première ligue, des questions se posent. Il faut rappeler quand même depuis le départ d'Arsène Wenger, c'est plus d'1 milliard d'euros dépensés par Arsenal à chaque mercato. Donc cette fois, j'ai envie de prendre l'exemple sur Manchester City. Vous savez, il y avait un blocus au niveau de ce club également concernant la Ligue des Champions. On disait tout le temps, Guardiola, il ne veut pas jouer avec un véritable numéro 9, il manque un véritable numéro 9. Finalement, quand il a recruté Erling Haaland, il a été obligé de s'adapter aux joueurs pour pouvoir atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, on disait que c'est un véritable tueur qui manquait à cette formation d'Arsenal. Ils ont Victor Gyökeres qui a marqué il n'a pas eu le soulier d'or, mais c'est celui qui a marqué le plus de buts la saison dernière. Donc on va voir. En tout cas, ils sont attendus. Déjà, le coach, il se cache plus parce qu'il avait tendance à être un peu prudent quelquefois. Mais là, les ambitions sont claires et affichées. C'est la première ligue. On sait combien c'est important pour les Anglais de remporter la première ligue. Surtout que Arsenal court derrière ce titre depuis 21 ans maintenant. Et pour terminer sur ce fait-là, déjà dans les années 2000, c'était Arsenal-Manchester United, les véritables concurrents en Première Ligue. Donc on espère que ça reviendra aussi. Certes, Arsenal, ces derniers temps, est beaucoup plus fort que Manchester United sur le terrain. Mais le véritable problème, c'est ce que j'allais dire, il n'y a pas de titre au final. C'est même pas de titres nationaux. On ne parle pas de Carabao Cup, de FA Cup. C'est aussi des titres parfois, même si on ne remporte pas la Première Ligue, mais il faudrait qu'il y ait des petits titres autour. Alors, nous allons passer très rapidement à une équipe qui a, sur les 5 dernières saisons, remporté les 4 Premières Ligues. Et c'est Manchester City qui lance parfaitement sa saison avec une victoire éclatante de 4-0 face aux Wolves, doublé de Haaland et première étincelle de Reinders et Cherki. La question que l'on se pose, est-ce enfin le retour de ce Manchester City New Look? Et bien sûr, moi je le disais depuis le début de l'émission, j'ai dit cette saison on attendait une équipe de City revanchard, donc
Pour moi, voilà, avec ces recrues qui viennent d'arriver, moi je vois cette équipe de Manchester City titiller. Pour moi, c'est le seul concurrent de Liverpool. On va parler des Jussazers, de Chelsea, d'Arsenal, mais pour moi, le seul concurrent de Liverpool, c'est Manchester City. Alors, ce Manchester que vous avez vu passer vous semble revenir à un niveau qui s'approche à ce Manchester de 2023-2024? Bah oui, je peux dire oui. Certainement, Guardiola, il est en train de remodeler un peu son équipe, parce qu'on se disait que c'est fini, c'est mort pour City, parce qu'on a constaté des pires moments, en tout cas les moments de pioche au sein du club. On se dit même que l'histoire entre Guardiola et sa femme, en tout cas c'est invité dans l'environnement de son équipe. Et aujourd'hui, s'il retrouve de faire sortir les Citizens, en tout cas il ne reste qu'une petite partie de la tête dans l'eau, c'est rassurant. En tout cas, j'ai vu une équipe qui était tellement vivace, où on sentait ces belles époques que vous êtes en train de rappeler, de 2023-2024. Attendant de voir, pour ne vraiment pas aussi être sur le dos de la cuillère, attendant de voir ce que ça va donner, parce que l'effectif a beaucoup donné. Vous vous rappelez, dans les 5-6 dernières années, ils ont beaucoup donné. Et systématiquement, scientifiquement, vous prenez une équipe, s'il répond, systématiquement c'est 10 ans apparemment, et au-delà de ça, l'équipe est morte. Alors, Oscar Bob, Reinders, Cherki, c'est un Manchester United qui a commencé à se renouveler depuis janvier dernier. Vous pensez qu'ils sont sur la voie de la reconquête du titre, vous aussi? Manchester City surtout. Mais pour moi, je ne suis pas du tout surpris de cette formation. Certes, Oscar Bob, c'est un joueur formé au club qui était déjà là depuis la saison dernière. Mais pour moi, la véritable attraction de cette saison, ça serait forcément le néerlandais, Tijani Reinders. Il a fait un match exceptionnel. Pour moi, depuis la Coupe du Monde des clubs, c'est le joueur qui est en train de faire oublier quelque peu Rodri, parce qu'il a un abattage sur le terrain incroyable. Et un peu Gundogan en même temps. Lui est maintenant très technique, capable de récupérer le ballon, il a un véritable niveau. Ryan Cherki également, après les rodages de Pep Guardiola, je pense que ça pourrait être un joueur très dangereux. Mais l'inquiétude, comme je l'ai dit pour Manchester United, pour City, ça reste la défense, parce que c'est une défense qui a évolué ensemble pendant plusieurs saisons quand même. John Stones, Ruben Dias, Akanji, Ake. Mais là, ils ont recruté un latéral de métier, Ait Nouri, qui peut peut-être changer quelque chose au niveau du flanc gauche. Ait Nouri, certes, Vardiol, mais on a d'ailleurs vu la composition du premier match. Où il est parfois obligé de faire tourner à chaque fois, parce qu'il n'arrive pas forcément à trouver un véritable pendant à Ruben Dias. C'est aussi ça le problème du côté de Manchester City. Ederson écarté pour le premier match et en partance. On parle de l'arrivée de Donnarumma. Est-ce que l'adaptation serait express? On ne sait pas. Ils ont certes fait revenir James Trafford, qui est un ancien de l'équipe, qui a fait un bon match. On va attendre de voir. Alors, je pense qu'ils sont armés quand même pour jouer le titre, mais pas totalement confiants pour la Ligue des Champions. Alors, parlant des titres, on va parler du champion en titre. On ne pouvait pas finir cette émission sans parler des champions en titre, Liverpool, qui s'est imposé 4-0 contre Bournemouth. Et Ekitike, Gakpo ont ouvert le score. 4 buts à 2, oui, c'est cela. Donc, je m'emballe un peu. Semenyo a répondu avec un doublé, mais Chiesa et Salah délivrent Anfield. Alors, ce Liverpool a certes souffert, mais ça semble prendre la ligne, une trajectoire d'une équipe championne en titre. Bien sûr, on a vu, voilà, je disais, c'était un couac lors de la finale perdue face à cette formation des Eagles de Crystal Palace. On a vu, voilà, cette formation de Liverpool qui est sur sa continuité, parce que sur le champion en titre, c'est vrai. C'est une équipe, disons, mi-armée offensivement, mais défensivement, là-bas aussi, il y a le problème, parce qu'on a vu... Oui, c'est toujours la même défense, hormis les latéraux. Mais bien sûr, mais on ne sait pas si Ibrahim Konati, parce qu'on ne sait pas, l'année prochaine, son contrat va finir. Est-ce qu'il va partir du côté de Real Madrid ou bien il va prolonger? On ne sait pas d'abord. Et on sait, il y a un certain Virgil van Dijk qui est vieillissant. Il n'y a pas son remplaçant, c'est vrai. C'est une formation, disons, c'est une formation qui est partie, pourquoi pas,
conserver son titre. Et surtout, c'est un autre joueur, moi je ne m'attendais pas du tout, Hugo Ekitike, qui confirme. Il risque de faire mentir beaucoup de statisticiens. Surtout son prix. Ce n'est que le début, il ne faut pas s'emballer. C'est vrai, ce n'est que le début, mais je pense que Liverpool est parti pour pas conserver son titre. Alors, j'aurais voulu vous sevrer d'analyse pour ce qui est de Liverpool, mais bon, je vous donne seulement 30 secondes. Ce Liverpool-là, quoi qu'on dise, est capable de rééditer le même exploit que la saison dernière. Oui. Heureusement que vous m'avez donné 30 secondes parce que tout ce que j'ai retenu dans ce match, c'était les hommages rendus à Diogo Jota. Et il a parlé de défense. On parle quand même d'un possible recrutement de Marc Guéhi de Crystal Palace. Et voilà, c'est tout ce que je leur souhaite. Le reste, je pense qu'on verra pendant la saison. Alors, Liverpool a aligné d'entrée 5 recrues. Ces 5 recrues carrément. Vous avez vu un certain changement dans l'approche du jeu, dans la construction, ou c'est le même Liverpool de la saison dernière que vous avez vu? Non, contrairement aux saisons antérieures ou à la précédente saison, moi je trouve qu'il y a eu un peu de nouveauté parce que la manière de récupérer, on sent un tout petit peu avec les palettes, si on analyse très bien, on voit que le jeu était beaucoup plus reposé sur les côtés. Et puis notamment... Les deux arrivés sur les côtés. Voilà, notamment moi je dis que... c'est Frimpong. Voilà, je trouve que c'est en tout cas une nouvelle image de Liverpool qui vont encore effrayer les autres adversaires parce que ça s'avère une saison aussi très époustouflante où la concurrence serait rude. Maintenant, aux adversaires de tenir tête face à Liverpool parce que ils sont encore bien partis pour briguer une deuxième saison consécutive. Alors, nous allons nous limiter là parce que là, il a commencé à lancer des flèches. On va se limiter là pour permettre à Barama Warati Soumouni avec Alia Bondi et Doyen Abokar Kamara de prendre le relais. Voilà ce qui boucle ce tour d'Europe des Guinéens qui montent en puissance. Un Bayern déjà prêt à régner et une première ligue qui démarre fort avec Arsenal, City et Liverpool au rendez-vous. Restez branchés sur nos antennes. Juste après nous, comme je l'ai dit tantôt, c'est Barama Warati Soumouni qui va prendre le relais avec Ali Abondi et le sport revient demain à partir de 8h avec Amadou Major Diallo et son équipe. Merci et bonne fin de journée. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir. Inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Direct, événement. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction. Avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement.